Bonjour à tous, bonjour à toutes et tous, jeunes et instituteurs et institutrices, et bonjour au public. Alors, je suis très contente d'être là aujourd'hui pour vous parler de l'océan et de nous, de notre histoire à nous, les humains, avec l'océan. Un petit peu partout dans le monde, on va voir. Alors moi, c'est vraiment ma première conférence. Alors, je suis intimidée. Et donc, je vais vous raconter des choses sur l'océan, et puis je vous poserai de temps en temps des questions. Je ferai appel à vos lumières. Alors, pour commencer, j'ai présenté 3 images qui, je pense, vont nous faire entrer dans ce voyage dans l'océan. La première image, qui est ici, qui est à gauche, c'est une image ancienne qui nous montre que déjà, il y a plusieurs siècles, on s'intéressait à la mer, on naviguait sur les océans et on avait donné des noms aux mers que l'on rencontrait. On connaissait des petits bouts de l'océan, mais toujours des petits bouts de ce qui est en fait un très grand puzzle. Vous voyez que la carte au milieu, elle présente vraiment tous les océans, tous les mers, les océans, tout ensemble. Et dans la famille des océans, on a 2 océans en particulier qui sont très importants, dont on va parler. Alors, quels sont ces 2 grands océans? Allez-y, dites-moi un nom. Atlantique, Pacifique, Pacifique. Parfait. Atlantique, Pacifique et Indien. Très bien. Alors, j'avais dit 2. Alors, il y en a un 3e, c'est encore mieux. Pacifique, Atlantique, Indien. On l'avait fait dans les devoirs de trouver le plus grand océan du monde. Alors, c'était lequel? C'est le Pacifique. Eh bien voilà. Donc effectivement, dans la famille océan, le Pacifique, c'est le plus grand. Et effectivement, vous avez l'océan Atlantique. Et puis il y a l'océan Indien, c'est très bien. Et on va s'arrêter là. Et puis on va revenir à l'Atlantique et au Pacifique dans très peu de temps. Et puis enfin, donc, une dernière image avec notre belle planète, qu'on appelle comment? La planète bleue, exactement. La planète bleue, ce qui signifie que vraiment, elle est bleue de l'océan, de l'immensité des océans. Et aujourd'hui, on parle d'un océan global, comme s'il y en avait un unique, immense, qui nous faisait vivre et respirer, on va le voir. On parle d'océan global et même d'océan planétaire. Ça ne nous empêche pas de parler de Pacifique, d'Atlantique, mais là maintenant, on a reconstitué le puzzle dont on a connu plein de petites pièces depuis très longtemps. Et là, on a une vision globale de cet océan global et unique qui est le nôtre. Donc cet océan, on va voir qu'on a appris à l'apprivoiser partout dans le monde. Les hommes qui ont vécu et les femmes qui ont vécu sur des îles, le long des côtes, eh bien, ont apprivoisé l'océan et déjà ont appris à le connaître, avant qu'on ait ces visions de l'espace et de très haut qui nous présentent l'océan dans son immensité et dans sa globalité. Alors, moi, je suis anthropologue. C'est important que vous le sachiez. Mon métier, à moi, il fait partie de ce que l'on appelle les sciences humaines. Vous connaissez les sciences humaines, vous connaissez, peut-être que si je vous dis l'histoire. Voilà. La géographie, ça vous parle? Voilà. Et bien ça, ce sont des sciences humaines. Et bien l'anthropologie, elle fait partie des sciences humaines, elle est dans la famille des sciences humaines. Et donc moi, mon métier, c'est d'aller à la rencontre des gens qui habitent quelque part et à m'intéresser à leur vie de tous les jours. Et là où je suis allée, c'est un endroit où les gens vivent de l'océan avec et de temps en temps aussi sur l'océan parce qu'ils vont à la pêche. Alors, je prendrai des petites questions après. Patience, mais j'y reviendrai.
Et donc, je vais voir les gens dans leur vie, je vais en mer avec eux quand ils acceptent de m'emmener, et puis je vais voir l'activité de pêche, le jour, la nuit. Voilà, je passe beaucoup de temps avec les gens dans les villages. Vous voyez donc une image d'un village sous la neige. La photo là qui est tout à gauche, c'est le village où j'ai passé beaucoup de temps, plusieurs mois. Je passe du temps avec les gens, je vais les voir vivre tous les jours, et puis je parle avec eux dans leur langue. Et ça, c'est très important. Ils me racontent leur vie dans leur langue, et j'ai appris la langue qu'ils parlaient, la langue islandaise. Alors, c'est une chose, je suis anthropologue, mais il y a d'autres sciences qui me sont très utiles, qui s'intéressent à la mer. Donc, je m'intéresse aussi à la biologie marine, à l'étude des courants marins. J'ai besoin aussi des connaissances des autres sciences pour mieux comprendre la mer, que les gens que je rencontre me racontent. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez l'Islande? Oui, vous connaissez l'Islande. Très bien. Alors, certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. On va voir ça tout de suite. Voilà, l'Islande. Alors, ceux qui connaissent, je prends... Alors, est-ce que c'est un pays sur un continent? Non, non, exactement. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une île, exactement. Oui. Oui, sur les gens qui vivent à proximité de l'océan. C'est exactement ça. Et donc l'Islande, c'est une île qui est tout au nord de l'Europe, pas loin d'un endroit qui est tout au nord, c'est... Voilà, pas loin du Groenland. C'est notre premier voisin quand on est en Islande, le Groenland. Coucou le Groenland, c'est à 300 km, c'est le plus proche pays, effectivement, de l'Islande. Et c'est pas loin du pôle Nord. L'Islande, elle est juste en dessous du cercle polaire arctique. Et donc, l'Islande, c'est un pays qui est une île, mais qui est un lieu de rencontre malgré tout. Donc, c'est une île qui n'est pas si isolée que ça. Les images que je vous montre, elles montrent que l'Islande, d'abord, elle est à la rencontre de deux grands continents, deux grandes plaques, qui sont des espèces de morceaux, là aussi, de puzzles qui s'imbriquent à la surface de la Terre. Et donc, il y a la plaque américaine et la plaque eurasienne, où il y a l'Europe notamment, qui se rencontrent. L'Islande, elle est née de cette rencontre. Donc elle est un lieu de rencontre et elle est un autre lieu de rencontre très important de courants marins. Il y a des courants marins qui se rencontrent au niveau de l'Islande et des eaux de l'Islande. Il y a des eaux froides qui descendent justement du pôle Nord, du nord, et puis il y a des eaux tièdes, plus chaudes, qui remontent vers les eaux de l'Islande. Et ça va nous donner un mélange de chaleur et de froid qui va créer une vie exceptionnelle. Dans les eaux islandaises, il y a énormément de poissons et de tout petits organismes marins qui nourrissent les poissons. Est-ce que vous connaissez le nom de ces petits organismes? Tout petits, invisibles. Le phytoplancton, c'est très bien. On appelle ça le plancton. Et effectivement, dans le plancton, il y a du plancton animal ou végétal, mais donc le plancton, on ne le voit pas à l'œil nu, pas toujours en tout cas, mais le plancton se nourrissent du plancton, beaucoup de poissons, et il est absolument essentiel. Et il joue un rôle essentiel, le plancton, on verra ça tout à l'heure. Donc l'Islande, elle est isolée au milieu de l'Atlantique Nord, mais en même temps, elle est un lieu de rencontre. Et ça, c'est très important. Rencontre de continents, rencontre de courants marins qui montent et qui descendent. Et donc, c'est une zone qui est très riche en vie organique. La vie organique, c'est la vie de petites plantes, de petits animaux. Ce courant très chaud qui remonte vers l'Islande, on l'appelle le Gulf Stream. Et il est très important. Vous connaissez, il nous vient des tropiques et il est essentiel parce qu'il permet aux poissons d'être très nombreux, de se reproduire, de se nourrir
en particulier dans toutes ces zones. Donc il est très important. Et la mer, finalement, eh bien, je vous le dis, elle sépare, mais aussi elle peut relier. Et donc, maintenant, nous revenons à la France 1 minute. En France, bon, on n'est pas sur une île, mais on est quand même relié à la mer. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, et quel est notre lien à la mer? Allez. Oui. La Bretagne, exactement. Oui. Attendez, je continue. La Manche, très bien. Donc on est relié à la mer. Il y a une chose, une dernière. Après les Pyrénées et aussi à Perpignan, on est un peu en contact avec la mer. Mais oui, effectivement, il y a la mer Méditerranée aussi. Donc nous, en France, c'est vrai, on a des liens avec l'océan, avec la mer. C'est vrai. Et je pensais aussi aux fleuves. Hein. L'eau des fleuves descend et se jette dans la mer. Donc il y a un lien entre, on va dire, la France et la mer. Hein. Mais c'est vrai qu'on a une bordure des côtes qui sont très importantes, qui sont très très longues. Hein. Et ça, c'est très important. Pour en revenir à l'Islande, alors voilà, c'est une île qui est reliée au monde et qui vit de l'océan et de ses ressources. Les Islandais, ce sont donc des gens que j'ai rencontrés, ils ne sont pas, au départ, en Islande, il n'y avait personne. Hein. Les Islandais, ils sont venus de l'Europe du Nord, par bateau. Et ils ont peuplé ensuite l'Islande. Hein. Mais vous voyez que l'Islande, elle a un lien par sa population qui y habite avec le nord de l'Europe, avec la Norvège et puis avec l'Irlande aussi. Donc voilà, ça c'est très important aussi. Et enfin, les ressources marines, elles sont très importantes. Alors, ce que j'appelle les ressources marines, ça désigne quoi? Oui. Voilà, les animaux, les poissons, exactement. Ça désigne les ressources marines, les poissons, les coquillages, les crustacés, tous les produits de la mer que l'on pêche et que l'on consomme et que l'on va vendre. En Islande, là encore, quand je vous dis qu'il y a un lien avec le reste du monde, il y a des espèces de poissons qui sont pêchées qui ne sont pas toute l'année dans les eaux de l'Islande. Il y a des espèces qui sont là, d'autres qui repartent, il y en a qui restent. Hein. Donc il y a des espèces de poissons qui sont sédentaires, qui ne bougent pas trop de certaines zones, qu'on trouve souvent au même endroit. Et puis il y a des espèces de poissons qui vont parcourir des milliers de kilomètres et venir en Islande de temps en temps. Et c'est pareil d'ailleurs, sur les images, vous voyez aussi des oiseaux. En Islande, il y a des oiseaux qui vont et qui viennent. Ils viennent l'été et ils repartent à la fin de l'été. Et ils parcourent eux aussi des milliers de kilomètres. Donc autant vous dire, avec tout ce qu'on vient de voir, que l'Islande, elle est vraiment reliée au reste du monde, bien qu'étant une petite île tout en haut de l'Atlantique. Hein, vous voyez tous ces liens qui se sont noués autour d'elle et qui sont très importants. Et autour de l'Islande, donc ça on l'a vu, autour de l'Islande, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un territoire, c'est bien un territoire marin. Et ce qui est très important, c'est que le territoire marin qui est autour de l'Islande, eh bien, il fait partie de l'Islande. Les Islandais ont la responsabilité de ce territoire. Ils sont obligés de protéger les espèces marines qui vivent dans ce territoire. Tout le monde n'a pas le droit d'aller pêcher dans les eaux islandaises et les Islandais font en sorte de bien protéger ces ressources marines dont ils vivent et dont ils nous font aussi profiter. Alors maintenant, voilà, je vais vous parler de l'exploration de la mer. Connaître la mer, plusieurs sociétés connaissent la mer parce que les gens sont proches des côtes. On va explorer aussi la mer.
Tu peux baisser la main, on reparlera tout à l'heure. On peut explorer la mer et on va voir comment l'homme a exploré la mer. La mer, c'est un milieu très particulier. Nous, on aurait bien du mal à passer du temps sous la mer. Vous êtes d'accord, hein? Donc finalement, explorer la mer, je me suis dit, c'est comme un peu aller sur la Lune, hein. C'est un milieu hostile, on ne peut pas y aller comme ça, en un claquement de doigts. Ce n'est pas un milieu qui est pour nous. Et c'est pareil, imaginez un poisson à l'air libre, dur pour lui, eh ben c'est pareil pour nous, sous la mer, on n'est pas dans notre élément, on n'est pas du tout dans notre univers. Et donc, on a besoin d'aide. Et puis en plus, sous la mer, sous l'eau, il y a de la pression qui peut être forte. Est-ce que vous avez ressenti ça, cette pression parfois quand vous plongez? Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, plus on descend, plus la pression est forte. Autant vous dire que c'est vraiment pas possible, tout simplement, eh bien, d'aller sous la mer trop longtemps et trop profond. Donc, c'est un milieu tout à fait spécifique dont on a commencé à découvrir les fonds petit à petit par paliers. En fait, on va descendre au fond de l'océan tout doucement, au fil des progrès, quand on va avoir de plus en plus de moyens techniques pour pouvoir y arriver. Cela dit, voyez ces images, je vous ai montré des images de la mer. La mer, regardez, à votre avis, est-ce que toutes les photos ont été prises en Islande? C'est bien. Alors, pourquoi vous me dites ça? Est-ce que les photos de droite sont différentes des photos de gauche? Tout à fait. C'est très bien. Eh bien, je vais vous dire une chose. Je vais vous confier un secret. On est au pôle Nord et pratiquement au pôle Sud. La photo qui est sur la gauche, là, elle a été prise en Islande. Et les deux photos qui sont sur la droite, elles m'ont été données par un ami qui, lui, est un biologiste qui travaille sur les poissons et qui travaille dans l'Antarctique, à côté de l'Antarctique. Donc là, vous avez des vues de la mer prises aux antipodes. D'un côté, proche du pôle Nord, et de l'autre, proche du pôle Sud. C'est incroyable. Elles se ressemblent et en même temps, pas complètement. Et d'ailleurs, ça ne vous a pas du tout échappé. Alors, l'océan, c'est un milieu à part, je vous ai dit, et là où on ne pouvait pas aller, on a toujours imaginé, l'homme a toujours imaginé, mais qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir au fond des mers, hein? Et donc, ils ont quand même pêché. L'homme, on le sait, grâce à l'archéologie. Vous connaissez l'archéologie? Eh bien, on sait, grâce aux travaux des archéologues qui ont trouvé de tout petits hameçons pour la pêche, de tout petits crochets. On sait que l'homme pêche, mais depuis toujours, pratiquement depuis qu'il existe, hein. En tout cas, on sait qu'il consomme du poisson depuis des milliers et des milliers d'années. Donc, c'est comme ça qu'il a exploré l'océan. L'homme a exploré l'océan en allant à la pêche. L'activité de pêche lui a appris beaucoup de choses sur les espèces qu'il remontait sur ses hameçons ou bien sur ses filets, hein, dans ses filets. Et donc là, on voit des images qui vous montrent, ce sont des images de l'Antiquité, qui nous montrent que les hommes pêchaient, hein, avec différents engins. Moi, je vous ai parlé du hameçon, qui est un engin de pêche en crochet, mais on a aussi, comment ça s'appelle, ce qui est tout à gauche là-bas? Le bateau, un filet, exactement. Ça, ce sont des engins de pêche, en plus qui existent toujours. Ce sont des engins de pêche que l'on utilise encore aujourd'hui pour aller pêcher. Et enfin, il y a un animal que je voulais vous montrer. C'est celui-là, hein, c'est l'animal qui est là. Qu'est-ce que c'est que cet animal extraordinaire? Oui. C'est une pieuvre. Est-ce que vous vouliez dire un autre nom? Oui. Oui, le poulpe. Bravo, c'est très bien. Pieuvre ou poulpe, c'est à peu près la même chose, hein. Et donc, ça, c'est un animal extraordinaire qui a fasciné dès l'Antiquité. Et on a des textes très anciens qui racontent que le poulpe est tellement intelligent. C'est un des animaux les plus rusés. On dit qu'il est très rusé et il faut aux pêcheurs
qui veut l'attraper être au moins aussi rusé que lui. Donc voilà, cet animal, c'est vraiment l'intelligence incarnée pour les anciens Grecs. Et on voit aujourd'hui dans les recherches scientifiques que le poulpe est un animal extraordinaire. Pourquoi? Est-ce que vous le savez? Oui. Alors, effectivement, il y a l'encre. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, l'encre, c'est la sèche. Le poulpe a 9 cerveaux. Ça, c'est extraordinaire. Effectivement. Il a plusieurs cerveaux, en tout cas. Et c'est un animal, qui a des tentacules, c'est vrai, et qui a eu un pouvoir incroyable. Alors, allez, dis-moi. Pardon? Ah ça, tu vois, je ne pourrais pas te répondre. C'est une très bonne remarque. Le poulpe, allez, une dernière. Voilà, il est souple, il est malin, rusé, et il a un pouvoir. Allez, une dernière. Allez. C'était pas ça que je voulais vous dire. On arrête. C'est pas lui qui a du sang bleu. Mais vous en savez des choses. Le poulpe, il est incroyable, il peut se rendre invisible, c'est-à-dire qu'il peut se fondre littéralement dans son environnement et disparaître à la vue de celui qui observe. Il se camoufle, c'est parfait, c'est très bien, exactement. Donc c'est un animal vraiment qu'on considère comme particulièrement intelligent. Donc voilà, le fond des mers, on l'a connu par petits bouts, grâce à la pêche, à la plongée aussi. J'ai oublié de vous dire que les hommes ont plongé aussi pour pêcher. Pour pêcher des coquillages. Alors pour prendre, on ne pêche pas, cette fois-ci on cueille, on ramasse des coquillages, des éponges aussi. Donc on a plongé également depuis très très longtemps. Mais il y a un milieu tout à fait particulier, qui est un milieu de grande profondeur où il n'y a pratiquement plus de lumière. Et ça, on considère, on va y venir effectivement, qu'à partir de 200 mètres, à moins 200 mètres, il n'y a plus de lumière. Et ça, on a longtemps pensé que là où il n'y a plus de lumière, théoriquement, il n'y a plus du tout de vie. C'est terminé, c'est le désert. C'est le grand désert noir et sombre. Alors, justement, venons-en. Comment appelle-t-on ces zones de grande profondeur? Mais je l'ai déjà entendu, vous avez de l'avance? C'est les abysses. Exactement, très bien. Les abysses, les milieux abyssaux de très grande profondeur, eh bien, ce sont des milieux qui ont été peu à peu connus et qui ont été surtout très connus à partir du 19e siècle, où on va faire de très grandes découvertes. Mais donc, dans les abysses, on trouve des reliefs incroyables. On trouve des plaines, des vallées, des montagnes. On le voit bien là sur la carte qui est là. On voit qu'il y a une chaîne de montagnes au milieu de l'océan. C'est ce que l'on appelle la dorsale océanique, sur laquelle d'ailleurs se trouve l'Islande. L'Islande, c'est un petit morceau d'île, de terre, émergé sur la dorsale. Donc vous voyez qu'il y a cette espèce de grand cordon de montagnes que l'on appelle, qui est formé par les dorsales océaniques. Et ce grand cordon, alors elles ne se suivent pas en continu, mais il fait plus de 60 000 km. Donc il y a beaucoup de reliefs sous les océans. C'est extraordinaire les reliefs qu'il peut y avoir. Les montagnes, des plaines, des fosses très profondes. Il y a des fosses très profondes. Est-ce que vous en avez entendu parler? La fosse des Mariannes. Oui, la fosse des Mariannes, c'est en quelque sorte le point culminant à l'envers, c'est-à-dire par le fond, cette fois, de l'océan. C'est le point le plus profond de l'océan. Alors, le point le plus élevé, le sommet le plus élevé à la surface de la Terre, est-ce que vous savez le nom de cette montagne? Oui. Dites-moi comme ça. C'est l'Everest. Parfait. Eh bien, l'Everest, c'est 8848 mètres. La fosse des Mariannes, c'est... Est-ce que vous savez? Vous qui savez tant de choses. C'est 11 000 mètres, exactement. Donc, la fosse des Mariannes, elle est encore plus grande
que ne peut l'être finalement l'Everest. Donc c'est absolument extraordinaire et c'est une profondeur qu'il va falloir mettre beaucoup de moyens en œuvre pour pouvoir atteindre. Ça, c'est certain. Et donc, voilà, après les 200 mètres, on est dans une zone de très grande profondeur, une zone où il n'y a plus de lumière. Et là, ce qu'on va découvrir, justement, grâce aux explorations, c'est qu'il y a une colonne d'eau. Et que selon, finalement, les profondeurs auxquelles on va se situer, eh bien, on ne va pas avoir tout à fait les mêmes organismes marins qui vont occuper certains niveaux selon la profondeur. Alors, il y a des organismes marins qui vont rester plutôt vers la surface, d'autres qui vont rester plutôt vers le fond, et puis il y en a d'autres qui vont un peu prendre l'ascenseur, qui vont descendre, remonter, redescendre. Mais voilà, quand on fait une coupe comme ça de l'océan, et que l'on en montre la profondeur, les profondeurs par niveau, par palier en fait, comme un grand escalier, on descend de plus en plus profond, et bien on se rend compte qu'il y a des niveaux qui sont occupés donc par certains animaux. Et donc voilà, alors tout ça c'est très appétissant, et ça, eh bien, ces images que je vous montre, eh bien, ce sont le résultat de recherches qui ont pris des siècles pour pouvoir arriver à un résultat pareil. Alors, l'homme a inventé, mis au point, tout un tas d'instruments et d'outils pour explorer ces profondeurs qui l'ont toujours fasciné, qui l'ont fait rêver, mais que concrètement, finalement, il ne connaissait pas si bien que ça. Et donc, là, je vous ai montré quelques images pour vous montrer un petit peu eh bien, les progrès accomplis par les hommes entre le 19e siècle, le 20e siècle, et puis les outils et les instruments qu'il utilise. Alors, je vais vous reparler de la plongée, parce que c'est très important. La plongée, l'homme a toujours voulu y aller lui-même. Aller voir lui-même dans les profondeurs ce qu'il se passe, et voir les animaux eh bien, dans leur milieu. Ça, c'est très important. Plutôt que remonter une espèce par-ci, une espèce par-là, dans un filet de pêche, c'est déjà beaucoup. Mais là, de pouvoir voir vivre les animaux et les créatures marines dans leur milieu, c'est encore mieux. Donc ça a été vraiment une quête pour lui depuis très longtemps. Je vous disais que pendant l'Antiquité, déjà, on plongeait, et on sait que Alexandre le Grand, qui était un grand puissant, eh bien, Alexandre le Grand aurait déjà plongé en l'an -325, dans une espèce de grande cloche de verre. Donc ça vous dit que l'homme, il a toujours été attiré par les profondeurs marines, et qui continue à l'être. Là, on a, vous voyez, il y a une photo de plongeur. Alors, mais lui, qu'est-ce qu'il a, par contre, ce plongeur? Il a une tenue un petit peu particulière. Voilà, c'est un scaphandre. Alors, il a cette tenue particulière et il est relié à l'oxygène, heureusement, par un cordon. S'il n'avait pas ce cordon, ce câble, il ne pourrait pas passer autant de temps sous la mer. Donc, là, les progrès ont été très utiles parce que, pareil, dans le milieu du XXe siècle, eh bien, on va réussir à avoir des vraies bonbonnes dans le dos, des bonbonnes d'oxygène, qui permettent eh bien, de ne pas être dépendant de quelqu'un en surface, mais de pouvoir être autonome, c'est-à-dire d'être libre, indépendant, et de pouvoir se déplacer dans la mer comme on en a envie. Et puis, vous avez eu des expéditions scientifiques. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu une très importante. Je vous ne la nomme qu'elle toute seule. C'est l'expédition de ce gros bateau, de ce navire qui s'appelle le Challenger. Le Challenger, c'est vraiment la première grande expédition marine. Le Challenger a été sur plusieurs océans pendant 4 ans. Vous imaginez 4 années sur la mer à cette époque. Énormément de choses recueillies, pêchées, et des années d'analyse de tout ce qui a été remonté à la surface. Et puis après, donc il y a les plongeurs, et puis qu'est-ce que c'est que cette chose-là, cette espèce de navire incroyable? Oui, le Trieste, c'est le nom. Alors ça, c'est pas le Trieste en particulier, je ne pense pas. En tout cas, ça y ressemble. C'est un
Un bathyscaphe, voilà, comme c'est marqué là, un bathyscaphe. Ça, c'est un petit navire qui descend dans les profondeurs et qui permet eh bien, d'aller voir les profondeurs marines en direct, en éclairant les fonds, et donc de pouvoir avoir une image de ces profondeurs, mais aussi de pouvoir collecter et recueillir eh bien, des éléments que l'on va ensuite analyser une fois à la surface. Et puis, bon, c'est pas le tout, hein. L'homme il a envie d'aller sous l'eau, mais là où il peut quand même pas aller ni en bathyscaphe ni par la plongée, eh bien maintenant, on a des petites choses comme ça. On a, oui, des robots. Alors, vous voyez, le robot, c'est l'image toute bleue. Eh bien, le robot, il peut faire tout un tas de choses. Ce que l'homme ne peut pas faire, il va déléguer au robot la mission de le faire. Alors, il y a des robots qui sont équipés de bras, et bien pareil, qui vont prélever des éléments sous la mer, qui vont les remonter à la surface, des robots qui vont prendre des photos, des robots qui vont donner un gros coup de projecteur pour pouvoir voir le plancher océanique, le sol. Enfin voilà, le robot, c'est vraiment une aide très précieuse quand l'homme ne peut pas faire toutes ces tâches par lui-même. Et puis, une dernière image. Ah, vous avez une petite idée de ce que ça peut être que ça? Oui. Alors voilà, ça c'est effectivement, c'est un phoque. Mais qu'est-ce qui se passe pour lui? Oui, il a une balise, exactement. Eh bien, l'homme confie aussi, hein, les scientifiques confient finalement à quelques animaux comme ça le rôle d'être un petit peu des éclaireurs et des sentinelles et de leur recueillir aussi des données qu'ils pourront analyser. Et donc ça va permettre, par exemple, de connaître justement tous les déplacements, la manière de se déplacer eh bien, des phoques, connaître leur parcours, leurs allées, leurs venues. Voilà. Donc ça, c'est aussi un outil eh bien, d'exploration de la mer et de compréhension de la vie de toutes les créatures qui vivent dans la mer. Donc on équipe aussi, on équipe les hommes, mais on équipe aussi les animaux. Et puis donc finalement, on va arriver à des résultats incroyables. On a vu qu'on était allé par les très grands fonds et qu'on a été jusqu'à observer des créatures absolument invisibles. Alors, on refait une petite révision. Comment ça s'appelle, cette petite créature invisible qui ont un rôle essentiel? Vous pouvez le dire. C'est le plancton. Alors là, vraiment, vous êtes tout à fait frais, comme le poisson, et c'est le plancton. C'est exactement ça. Vous avez vraiment une bonne connaissance de toutes ces vies, de toutes ces formes de vie marine. Donc on a exploré du plus grand au plus petit. Je vous ai montré qu'on pouvait maintenant faire des cartes des fonds marins, on pouvait cartographier, faire des cartes, ça veut dire cartographier les fonds marins. On s'est rendu compte donc que dans les fonds, eh bien, il y avait des fosses océaniques qui regorgeaient de vie, qui sont comme des espèces d'oasis sous-marines. Incroyable! C'est plein de vie, il y a plein d'animaux, des animaux parfois tout à fait surprenants, bioluminescents. Certains émettent une petite lumière dans les profondeurs. Ils sont bien les seuls, puisque la lumière du soleil, maintenant vous le savez, ou vous le saviez peut-être déjà, elle ne pénètre pas dans de telles profondeurs. Donc voilà pour le plancton, animal ou végétal. Et enfin, il y a un milieu dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est très important aussi. Eh bien, c'est celui qui est entre terre et mer. Comment ne pas penser que ce milieu entre terre et mer, il ne peut pas être merveilleux? La rencontre de la terre et de la mer. Comment on appelle cet endroit? C'est la plage, effectivement, on appelle ça la plage. C'est là où on va effectivement s'amuser, se baigner, se reposer, faire les curieux aussi. Dans le langage scientifique, il y a un nom pour cet espace de bord de mer qui se couvre et se découvre et se recouvre au gré de quoi? De la mer. Et comment on appelle le rythme et la respiration de la mer? Les marées, exactement. Cet espace qui se couvre et se découvre au gré des marées, c'est l'estran. Et c'est un endroit exceptionnel, puisque dites-vous bien qu'il y a des animaux, quand la mer se retire, ils continuent à vivre pendant plusieurs heures avant que la mer les recouvre à nouveau. Donc c'est vraiment un endroit extraordinaire et très riche de vie, qui se découvre et se recouvre.
Donc tout ça pour terminer sur les explorations, pour vous dire que vraiment, explorer la mer, ça a été quelque chose de très lent, mais qui n'a cessé de progresser pour en arriver à des connaissances aujourd'hui exceptionnelles. On connaît l'océan, on connaît le rôle de l'océan qui est très important, on sait ce que c'est que le plancton, on sait où est la vie sous les mers, et donc en fait ces connaissances elles arrivent parce que l'homme a toujours été très curieux et bien de cet environnement. Mais c'est vrai que ces recherches scientifiques, on a vu le Challenger qui est un très gros bateau au 19e siècle, les bathyscaphes, pour fabriquer tout ça, pour concevoir ces outils, c'est un vrai travail d'équipe. C'est un travail souvent international qui doit regrouper des chercheurs scientifiques de plusieurs pays. Ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Et donc, moi, ça me fait penser à une autre aventure. Quand on parle de station internationale. Oui. Pour aller dans l'espace. Exactement. Aller dans la mer, c'est un peu comme aller dans l'espace finalement. On ne connaît pas forcément un Thomas Pesquet de la mer. Il doit y en avoir plusieurs. Il y en a eu, il y en aura toujours. Et des hommes et des femmes qui ont joué un rôle très important dans l'histoire de la découverte des mers. Mais donc, effectivement, aller sous la mer, ça demande aussi beaucoup de moyens, un petit peu comme aller sous la Lune. Et chaque année, dites-vous qu'il ne faut pas vous décourager. On découvre à peu près chaque année 2000 espèces nouvelles marines. Donc vraiment, c'est un univers qu'on ne cesse de découvrir et de connaître mieux au fil du temps. Alors la mer, eh bien, la mer, elle nous fait vivre aussi. Il y a la recherche, mais la recherche, elle a été alimentée par les gens qui ont vécu aussi tout près de la mer et qui en ont eu déjà une connaissance, une grande familiarité. Donc là, on va voir pour finir les gens qui vivent de la mer, ceux qui s'en nourrissent, qui se déplacent sur elle avec facilité, et puis tous ceux qui en rêvent. Et ça, par contre, ça nous concerne, je pense, un petit peu tous. Voilà quelques images. Donc je vous disais que les êtres humains avaient longtemps rêvé de la mer, et ça continue. Mais c'est un milieu qui est à la fois fascinant, extraordinaire, mais qui peut être redoutable. La mer peut être redoutable. Et les deux images que je vous montre en bas, à gauche, ce sont deux images qui sont un petit peu terrifiantes et qui sont l'une d'elles fantastique, qui montre une créature fantastique, parce que on savait qu'au fond des mers, il y avait des créatures énormes. Est-ce que vous connaissez le nom de cette créature? Vous pouvez le dire. Le kraken, bravo. Alors là, une créature redoutable. On a imaginé, dans beaucoup de mythologies, dans des histoires anciennes, des légendes, on a imaginé le kraken. On a imaginé aussi des grands serpents de mer. Donc ça, c'est le fruit de l'imagination. Mais en même temps, quand on les connaît en réalité, on se rend compte que l'imagination, la réalité lui ressemble aussi parfois. Et l'autre image, c'est une image, cette fois-ci, d'une ville. Et là, ça montre aussi le côté redoutable de la mer quand elle se met en colère. C'est une image qui a été prise en Hollande, dans les Pays-Bas, où très régulièrement, il y avait des raz-de-marée qui pouvaient être très meurtriers. Et les Hollandais ont été une population qui a eu l'ingéniosité, qui est devenue experte dans la construction et l'agrandissement des terres, justement pour se protéger de la mer. Ce sont vraiment des personnes extrêmement ingénieuses qui se sont protégées des assauts de la mer et qui ont même réussi à agrandir leur pays sur la mer, ce qui est absolument incroyable. Les deux autres images, ensuite, ce sont des images un peu fantastiques. Qu'est-ce qu'on voit sur ces images? Vous pouvez le dire. On voit des sirènes. Et bien justement, les sirènes, ce sont des créatures marines. Donc, on est toujours dans le sujet. Des sirènes, on en trouve dans des légendes de différents pays. Là, on en voit une qui vient de Thaïlande. Et l'autre image, elle est une image, elle, qui vient d'un livre européen. Donc, vous voyez qu'il y a des créatures marines extraordinaires, légendaires, que l'on retrouve dans différentes cultures, dans différents pays. Alors maintenant, il y a des populations qui, elles, ont vraiment un rapport très étroit avec la mer, on va en voir. Et là, je voulais vous en parler d'une en particulier, ce sont les Inuits. Les Inuits, c'est une population qui
vraiment a vécu très proche de la mer, d'une mer qui change en plus. Hein. Au pôle Nord, pendant l'hiver, il y a une banquise qui se forme, la mer se glace, et puis au moment du printemps, ça commence à fondre. Donc ils vivent dans un paysage très changeant, et ils ont longtemps tiré profit des ressources de la mer, notamment du phoque. Et c'est pour ça que des anthropologues qui sont allés voir les Inuits, hein, qui sont une population qu'on appelle aussi les Esquimaux, peut-être que ça vous parle plus, eh bien les Esquimaux vraiment vivaient du phoque. Ils s'habillaient grâce au phoque, ils se nourrissaient de la graisse de phoque, de sa chair. Vraiment, c'était des populations qui avaient vraiment besoin du phoque et qui étaient très très liées au phoque, qui était une espèce vraiment très très amie et très proche d'eux. Et puis donc, bien sûr, je vous ai dit que pour pêcher, il fallait être malin et rusé, mais ce n'est pas le tout. Quand on pêche, c'est une chose, mais il faut le conserver, le poisson. Vous vous rendez compte? C'est tellement fragile. Le poisson, c'est une espèce particulièrement fragile. Une fois qu'il est débarqué, qu'on l'a pêché, comme vous voyez là, hein, là, c'est moi qui ai pris une photo de ce qu'on appelle un loup tacheté. Hein, c'est le nom d'un loup, mais marin, pas un loup terrestre. Là, c'est un poisson. Eh bien, ces espèces, une fois pêchées, il faut absolument pouvoir les conserver parce qu'elles sont très fragiles. Et donc, il y a plusieurs manières de conserver le poisson. Et là, c'est pareil. Les populations qui vivent proches de la mer, elles ont développé des techniques incroyables, justement, pour pouvoir conserver le poisson et pour pouvoir le manger plus tard. Oui. C'est moi qui ai pris la photo. Quand j'étais sur un bateau. Exactement. Et donc, est-ce que vous avez une idée de la manière dont on peut conserver le poisson? Alors, je vous pose une question. Vous mangez le poisson, si vous en mangez, comment? Il est comment le poisson que vous mangez? Alors, cuit, cru, voilà. Le tilapia que tu manges, il est cru ou cuit? Tu le manges cuit et tu l'achètes comment? Congelé? Voilà. Alors, c'est ça. Souvent, frais. Il y a le mot frais qui est venu. C'est exactement ça. Congelé ou frais. Enfin, on ne le mange pas congelé, le poisson, hein, vous êtes d'accord? Sinon, ça s'appelle un esquimau, justement, un chocolat glacé. Donc, le poisson, on le fait décongelé. Mais c'est vrai que c'est sous cette forme-là qu'on le connaît beaucoup. Mais est-ce que vous avez d'autres idées, des techniques que l'on peut utiliser pour conserver? Parce que la glace, elle est arrivée très tard. C'est comme la découverte des grands fonds marins. La découverte de la glace, la fabrication de glace, eh bien, c'est quelque chose qui arrive tard, hein, qui arrive au XXe siècle. Oui. Le sel, c'est très bien. Le sel ou le soleil. Hein. Le soleil, sécher le poisson par le froid ou par le soleil, c'est quelque chose qui est aussi employé par les populations. Et donc, effectivement, vous avez tout trouvé vous-même. Je vous félicite. On peut sécher le poisson. On peut le saler. Et donc là, vous voyez, j'ai pris une photo là. La photo en couleur, c'est une photo d'un séchoir où on fait sécher le poisson. Et après, alors pour le manger, il est dur, mais dur, je pourrais vous assommer avec pratiquement. Il faut l'attendrir, il faut taper dessus. Il faut taper dessus pour pouvoir le manger ou le plonger dans l'eau chaude pour le ramollir. Et puis le poisson salé, on en consomme encore aujourd'hui au Portugal, tout notamment, qui est très très friand et qui adore le poisson salé encore, hein, la morue salée. On en exportait beaucoup parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la congélation. Et donc là, l'image que vous voyez, elle a été prise à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui était une île, usine, où on fabriquait beaucoup de poissons salés dans des quantités, vous voyez, astronomiques. Est-ce que vous imaginez qu'on peut aussi fabriquer d'autres produits avec le poisson? L'huile et la farine. Vous trouvez ça incroyable ou pas? Ah oui, c'est incroyable. Moi, je trouve ça assez dingue aussi. Eh bien, pourtant, on peut fabriquer de l'huile et les huiles de poisson sont très précieuses. Elles sont un complément alimentaire pour les populations du nord de l'Europe qui manquent de soleil. Donc moi, quand j'étais en Islande, quand j'allais faire mes courses, dans les rayons, juste au-dessus du camembert et des fromages, il y avait de l'huile de foie de morue. Vous voyez la photo en couleur, hein, ce sont des petits flacons d'huile, hein, vous voyez à quoi ça ressemble l'huile. Et bien là, c'est de l'huile de poisson. Alors ça a un goût particulier, mais vous voyez qu'il y a des huiles de foie de morue pour les enfants. Parce que c'est très bon pour eux.
et souvent on leur en donne le matin, hein, et ils en prennent très régulièrement. Et vous voyez que dans les écoles en Islande, alors ça c'est une photo ancienne en noir et blanc, et bien les écoliers au début ils arrivent à l'école, hop, une petite cuillerée d'huile de foie de morue pour commencer la journée. C'est un complément alimentaire qui est très important. Donc on fabrique des huiles et puis on fabrique aussi des farines. La farine de poisson, alors elle n'est pas consommée par les humains, pas spécialement. La farine de poisson, alors c'est incroyable, vous allez me dire, attendez, ah, c'est vrai qu'on fabrique de la farine de poisson pour nourrir les poissons dans l'aquaculture, les poissons d'élevage. Donc on piège des poissons pour faire de la farine que l'on va donner aux poissons. Ben, c'est comme ça, hein, c'est comme ça que l'on nourrit les poissons d'élevage avec des farines. Et puis donc, le poisson, donc là je vous dis qu'il a nourri les hommes, et plus encore. Il y a une épopée, une histoire incroyable qui est celle des pêches à... Oui, les pêches baleinières. C'est très bien, c'est exactement le terme, les pêches baleinières. Pendant toute la fin, on va dire, du 19e siècle, on a pêché, chassé des baleines, des cachalots. Hein, l'histoire de Moby Dick, c'est ça, hein, la chasse aux cachalots pour l'huile, pour leurs huiles. Mais vous allez me dire, mais pourquoi donc? Qu'est-ce qu'on pouvait bien faire? Pourquoi on est allé faire autant de misère à ces baleines et à ces cachalots? Vous avez une idée? Alors peut-être que je vais enfin vous apprendre quelque chose. Parce que vous êtes déjà bien savant. Oui. Pas pour les dents. Oui, pour faire du savon, c'est très bien. Les graisses, effectivement, étaient utilisées pour faire du savon. Et il y avait une chose encore plus importante. Oui. Alors, les fanons des baleines étaient utilisés, mais les huiles, à quoi ça servait? Oui, l'huile de baleine, à quoi ça sert? Alors, là, ce n'était pas spécialement pour leur peau qu'on tuait les baleines, c'était en fait pour leurs huiles et justement pour éclairer les villes. Avant que les villes soient électrifiées, que l'éclairage urbain soit électrique, eh bien, c'était des huiles de baleine qui éclairaient les villes. On a éclairé les villes avec les huiles de baleine et c'est la raison pour laquelle on a décimé les populations de baleines. Et puis pour finir, qu'est-ce qu'on utilise des autres parties du poisson? Eh bien, on utilise... Alors là, vous avez parlé des peaux. Alors là, on peut y revenir. Effectivement, c'était marqué. Là, ce n'est pas la peau de baleine, mais c'est la peau de poisson. Eh bien, elle a servi, autrefois, à fabriquer des chaussons, la peau de poisson, parce qu'elle était très dure et très résistante. Elle a servi à faire des relures pour protéger les livres. Et on le fait encore aujourd'hui. C'est très rare. On faisait des objets d'art aussi avec les peaux de poisson. Et puis maintenant, avec les peaux de poisson, mais alors très fraîches du cabillaud, eh bien, on fabrique des pansements pour soigner les grands brûlés. Et on se rend compte que ce sont des pansements qui sont très efficaces. Donc, on se rend compte là, vous voyez, toutes les richesses de la mer, pour nous nourrir, pour nous soigner, hein, pour nous inspirer aussi et nous donner tout un tas d'idées. Et je vais finir avec ça, qui est la dernière chose dont je voulais vous parler, ce sont les bateaux qui sont nés de la rencontre de l'homme et de la mer. Je vous ai parlé des Inuits qui habitent au pôle Nord. Là maintenant, je vais finir avec une dernière population qui sont les peuples de Polynésie, qui habitent donc dans l'Océanie, dans le Pacifique, l'océan Pacifique dont on a parlé. Eh bien, ces populations-là, elles ont inventé des pirogues à balancier qui sont des embarcations, c'est-à-dire des bateaux qui sont très légers, qui filent sur l'océan, qui sont très rapides. Et elles ont navigué et exploré l'océan Pacifique à bord de ces embarcations dont on voit des images ici. Et elles naviguaient sans instruments d'orientation, comme on peut les avoir aujourd'hui, je pense notamment à la boussole. Elles n'avaient pas de carte marine non plus, mais elles se repéraient avec les étoiles. Elles naviguaient, on appelait ça des navigations astronomiques parce qu'elles suivaient la carte du ciel pour s'orienter.
Et pour deviner la proximité d'une nouvelle terre quand elle traversait l'océan, eh bien, elles trouvaient des signes, elles essayaient de lire la couleur du ciel, qui pouvait indiquer la présence de la terre, les vents aussi, qui pouvaient apporter des odeurs qui venaient d'une île, la présence d'oiseaux aussi, qui pouvaient indiquer la proximité d'une terre très proche. Donc vous voyez que ces gens-là sont devenus des experts de la navigation et ils ont beaucoup appris aux marins européens, justement, à naviguer et à se repérer sur ces étendues marines qui sont absolument immenses. Donc c'est un peuple tout à fait exceptionnel par la connaissance de la navigation qu'il a développée au cours des millénaires. Ils se sont fait plaisir aussi sur la mer, ces populations de Polynésie, en faisant quoi ? Du surf. Ce sont eux qui ont inventé le surf, qui est devenu aujourd'hui un sport de loisir très apprécié. Eh bien, ça vient de ces populations de Polynésie, donc qui vivent dans le Pacifique Sud. Revenons en Europe. Eh bien, pour vous dire une chose, c'est que la mer, on n'allait pas à la plage comme ça aussi facilement autrefois. La mer, ça pouvait être un lieu de danger. On a parlé des raz-de-marée. Donc c'était un lieu qui pouvait être hostile, où la mer pouvait se déchaîner. Et donc c'est petit à petit, au XIXe siècle, que les populations se sont mises à jouer avec la mer et à aimer aller à la mer. Les bains de mer ont été recommandés pour la bonne santé des personnes à partir du XIXe siècle. Et vous voyez que les gens allaient à l'eau encordés, on ne sait jamais, pour pas aller trop loin du rivage. Donc il y avait vraiment un sentiment encore d'insécurité, alors que vous, peut-être, si vous êtes allé à la mer, déjà, vous pouvez vous jeter dans la mer, dans votre tête, vous y allez entièrement. Vous voyez qu'à l'époque, le rapport à la mer était très différent. Donc, tout ça pour finir, pour vous dire que cet océan, vous voyez, même loin de lui, on dépend de lui. L'océan, il nous fait respirer. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette multitude de petits planctons, elle produit une quantité d'oxygène extraordinaire. Le plancton, on dit aujourd'hui qu'on lui donne la moitié de l'oxygène que l'on respire. Vous vous rendez compte? C'est comme un deuxième poumon. On savait qu'il y avait les forêts. Eh bien, le plancton, lui aussi, produit une quantité d'oxygène extraordinaire qui fait que vraiment, on est relié aussi à l'océan par cet oxygène qu'il nous procure. C'est pour ça que l'océan, il faut en prendre absolument soin. Et pourtant, il est menacé et il faut le protéger. Là, je vous demande, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans l'océan qui agresse l'océan et qui le menace? Alors, dites-moi des mots. Le pétrole, les déchets quoi? Voilà, la pollution plastique. La pollution plastique, c'est vraiment une catastrophe. Oui. Dites-moi à haute voix. Les sacs plastiques. Oui, exactement. On dit qu'il y a un 6e continent de plastique, effectivement. En tout cas, il y a des endroits, c'est vrai, où il y a des espèces de paquets de plastique, effectivement, que la force des courants rassemble pour donner des espèces de grandes îles de plastique absolument abominables et dangereuses pour tout l'écosystème, c'est-à-dire toutes les espèces animales et végétales qui peuplent les fonds marins. Donc le plastique, le voilà. Le plastique, le vilain, qui vient des terres, qui peut être rejeté en mer également, mais la pollution, souvent plastique, elle vient bien sûr de la terre. Donc, il y a le plastique. Je voulais vous dire aussi qu'il y a les pesticides qui sont utilisés dans l'agriculture. Il y a une partie des pesticides, malheureusement, qui rejoint la mer et qui produit là aussi des dégradations qui abîment l'environnement. Et puis, je voulais vous parler donc le plastique, effectivement c'est ça, les pesticides. Il y a l'extraction de sable aussi, toutes les machines qui veulent prendre du sable, qui creusent la mer, qui troublent beaucoup l'eau. Ça aussi, ça peut être une source de pollution. Et puis, il y a le trafic maritime qui est vraiment très important et qui peut troubler aussi la vie marine. Ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez une idée? Cette belle plage, elle est abîmée, oui.
Alors, ça, en fait, on se rapproche. Cette plage-là, elle est recouverte d'une algue, qui est une algue redoutable, qui s'est nourrie des pesticides. Est-ce que vous la connaissez? Oui? Non, en fait, elle nous a, enfin, elle est dangereuse pour nous parce que Oui, si on la nourrit, bah après, je sais plus bien ce qui se passe. c'est ça. Mais c'est bien vu, hein, c'est que ces algues, enfin, ces espèces que l'on dit invasives, parce qu'elles envahissent les côtes, eh bien, elles se nourrissent des pesticides. Et donc là, celle-là, hein, c'est une algue, c'est pas l'algue verte qu'on a du côté des côtes bretonnes, c'est la sargasse. La sargasse, vous voyez, c'est une algue, c'est une espèce naturelle, hein, c'est pas du tout du plastique, c'est une espèce naturelle qui s'est développée, qui a envahi une partie des côtes. Elle embête beaucoup les gens à la Martinique et dans toutes les régions, même Caraïbes, et elle dérive même jusqu'aux côtes de l'Afrique. C'est vraiment une calamité naturelle. En même temps, c'est une espèce naturelle, mais qui a grossi, qui s'est vraiment goinfré eh bien, de ces restes de pesticides. C'est un vrai problème pour l'environnement, pour les gens qui habitent sur les îles, qui ne peuvent plus aller à la plage, qui ne peuvent même plus occuper la plage qui est un lieu très important pour eux, parce qu'elle pose vraiment des problèmes pour la santé des populations. Et puis, cette dernière image, qu'est-ce que c'est? Regardez l'image de droite. Ce sont des filets de... Très bien. Des filets de pêche. Eh bien, vous voyez que là, alors là, l'image avant, c'était en Martinique, dans les Caraïbes. Là, on est en Australie. Eh bien, en Australie, les populations aborigènes, qui sont les populations de l'Australie, de l'origine, eh bien, elles collectent les filets de pêche et elles font des œuvres d'art avec. Mais pas pour nous dire que les filets de pêche, c'est beau, mais pour nous dire attention. Attention, attention, danger. Hein, la mer est menacée. Nous avons une responsabilité. Nous nettoyons la mer et après, nous faisons ces œuvres d'art pour montrer notre imagination, notre créativité, mais aussi pour attirer l'attention des gens et dire attention, c'est dangereux. Tous ces filets de pêche à la mer, que l'on appelle des filets fantômes, eh bien, ils menacent la vie des tortues, de très nombreuses autres espèces qui se prennent dedans ou qui peuvent même avaler des parties de filet. Et donc, c'est une véritable catastrophe, là aussi. C'est très embêtant pour l'équilibre de la vie marine et puis pour les populations même qui vivent très proches de ces zones. Et puis, ça nous concerne maintenant parce qu'on sait qu'on dépend aussi de la bonne santé des océans. Donc, pour terminer, ce que je vous dis, c'est ça. C'est qu'on a vu qu'il y avait des gens qui vivaient proches de la mer, sur les îles, sur les côtes. Il y a des gens qui ont toujours rêvé de la mer, dans tous les cas, même en n'étant pas forcément très proches de la mer. Et puis, on a vu qu'il y avait des artistes, hein, il y a des scientifiques, et puis il y a aussi des artistes. En fait, la mer, tout le monde peut s'en mêler. Et cette dernière image que je vous montre, elle montre eh bien, cette fois-ci des écoliers comme vous, un petit peu plus grands, là c'est des CM2, qui travaillent dans des aires marines éducatives. Et dans les aires marines éducatives, eh bien, les enfants qui habitent proche de la mer, eh bien, régulièrement, ils vont s'occuper d'une petite zone de la mer et ils vont dire, voilà, on va faire tel examen, on va voir qu'est-ce qui se passe dans l'eau, quelle est la température. Ils travaillent avec leurs institutrices, avec des personnes qui travaillent dans des associations qui les aident aussi, et ils créent des espèces de conseils de la mer pour mieux connaître un petit bout, une petite pièce du puzzle hein, de cet environnement qui est bien plus grand. Hein. Et donc les aires marines éducatives, eh bien, c'est une idée qui a été lancée par des populations qui vivent très proches de la mer, dont je vous ai parlé juste avant, hein, les populations de Polynésie. C'est aux îles Marquises que les aires marines éducatives ont été créées pour que les enfants mettent la main à la pâte et se soucient aussi de l'océan tout de suite, apprennent à le connaître, à le comprendre et sachent aussi faire comprendre à ceux avec qui ils vont discuter eh bien, comment l'océan vit, où il en est et comment il va. Hein, donc c'est pour ça que je vous dis maintenant, c'est à vous de jouer. Et j'en ai terminé et je vous remercie beaucoup, beaucoup
pour votre attention. Merci beaucoup, Émilie, pour toutes ces informations. C'est le moment des questions. Il y en a qui n'ont pas baissé la main entre le moment où Émilie parlait et le moment où j'ai dit c'est l'heure des questions. Mais est-ce que même si on est loin de la mer, on peut participer à ces aires de plage? Alors, merci pour la question. Alors, je pense que tu peux t'y intéresser déjà, participer, ça, je ne sais pas, parce que ce sont des classes dans des communes qui sont au bord de la mer. Mais ce qui est bien, c'est que dans les classes, eh bien, ils communiquent sur des sites Internet pour donner des informations sur ce qu'ils font. Ils font des espèces de petits carnets qui permettent justement, entre enfants, entre plus jeunes personnes, de communiquer sur les expériences qu'ils font et sur leur organisation. Est-ce que vous avez une idée du nombre des espèces marines dans les océans et dans les mers? Alors là, c'est une très bonne question. Je vais dire joker, mais ce sont des milliers et des milliers d'espèces marines. Mais je n'aurai pas un chiffre exact à te proposer. Est-ce que le sable de la plage est continu dans la mer tout le temps? Ça, c'est une très belle question et une bonne question. Je pense qu'il continue, oui, il continue assez loin tout le temps. Ça, je ne pense pas. Mais ce sable qui est créé par la présence des continents, eh bien, il va, à mon avis, assez loin. Et il est très important parce que c'est un milieu de vie particulier pour certaines espèces de poissons qui ne vont nulle part ailleurs que sur des fonds sableux. Alors moi, vous savez, je ne suis pas biologiste. Donc je vous réponds avec prudence, mais là je pense qu'on est dans le bon. Mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails non plus. Mais la photo avec le sable rouge, est-ce que c'était du sable pollué ou c'était sa couleur naturelle? Alors c'est très bien cette question qu'elle soit posée, parce que en effet, on voit que c'est rouge, que c'est un peu étrange. Ce sont les algues qui recouvrent entièrement la surface de la plage. En fait, comment ils pêchaient les baleines ou les autres baleines avec les cornes? Les cachalots? Le cachalot, il a été pêché au départ avec des harpons. Un harpon, c'est une grande lance et qui s'accroche, qui va être propulsé et qui va se planter dans la peau de l'animal. En général, un harpon, il en faut plusieurs, mais avec les progrès qui vont être faits, alors là, on n'utilise plus, on chasse plus au harpon, c'est terminé les baleines, mais il y avait des harpons effectivement très très puissants. Le harpon, on a toujours pêché, finalement chassé les baleines de la même manière, mais cette manière, elle est devenue de plus en plus féroce et puissante. Est-ce qu'il fait froid dans ce pays? Froid? Alors la photo ici, alors la photo là, c'est une photo qui a été prise en Bretagne. Donc, c'est sur les côtes de la Bretagne. Je pense que c'est dans le sud de la Bretagne. C'est un climat océanique. Donc, c'est un climat qui est plutôt pluvieux, plutôt frais, mais qui n'est pas un climat froid, comme ce que tu as pu voir tout à l'heure sur les photos d'Islande ou des terres australes, où là, en Islande, on a un climat qui est océanique, parce qu'on est au milieu de l'océan, mais on est tellement proche du cercle polaire qu'on a des températures beaucoup plus basses. Mais comment vous avez eu ces photos? Pardon? Comment vous avez eu ces photos? Alors, il y a des photos. Alors, il y a des photographies qui sont des photographies que moi j'ai prises. Ça, c'est une photo qui vient d'un site internet de l'Office français pour la biodiversité.
l'Office français pour la biodiversité a fait des photographies justement des enfants dans les classes où il y a des aires marines protégées. Et donc, voilà, et ça vient d'Internet. Beaucoup de photographies, tout ce que tu as vu comme images anciennes, peintures, photographies anciennes, tout ça, ça vient d'Internet. C'est moi qui suis allée les chercher. Je suis allée à la pêche aux images. Moi aussi, je me posais bien la question, on était dans quel pays dans cette photo? Oui, c'est ça, c'est la Bretagne. Donc on est en France, exactement. Je voulais dire que, est-ce que, comment la baleine, elle fait du savon? Ben oui, ben c'est important, c'est une bonne question. En fait, là, ce qu'il faut bien retenir, c'est que une fois que la baleine elle est pêchée, on va retirer de sa chair sa graisse. On va la faire bouillir. On va séparer, on va dire, la chair de la graisse qui va être mise de côté. Et à partir de cette graisse-là, on va commencer la fabrication des savons. Mais la graisse, là, elle est dans la chair de la baleine. Le cachalot, il contient des graisses aussi au niveau de sa tête. Il a une grosse poche qui est remplie de graisse. Il y a d'autres espèces marines, des grosses espèces, gros mammifères qui ont de la graisse dans leur foie, dans leurs organes. Mais elles ont forcément des enfants, les baleines. Si ce sont des femelles, il y a des chances pour qu'elles aient des enfants, bien sûr. Les océans, ça représente combien de pourcents de la Terre? Ça en pourcentage. Alors ça, c'est une bonne question. Je dirais plus de 80%, mais tu vois, c'est une bonne question. Je ne peux pas te répondre avec précision. Est-ce que tu peux nous dire au revoir en islandais? Oh, tu veux que je te dise au revoir en islandais? Ah bah ça, avec plaisir. Bless, bless. Bless, bless. Mais il prenait tout le cachalot ou il en laissait une partie dans la mer? Eh bien, en effet, ce genre de chasse était particulièrement cruel, aussi pour le gâchis, puisque ce sont des espèces qui étaient capturées justement pour leur graisse, pour leur foie, pour leur poche de graisse. Donc vraiment, le reste était rendu à la mer. En grande partie, on ne pouvait pas embarquer ça. On pêchait très loin, souvent très très loin des côtes, donc on ne gardait que ce qui valait de l'or, et on se débarrassait du reste. Je voulais dire comme question, en fait, dans les océans froids, par exemple en Bretagne, pourquoi les enfants ils allaient sur la plage? Parce que la mer elle était froide et s'ils tombaient à l'eau. Alors tu sais, bon déjà, il n'y a aucun risque parce que déjà ils partent pas tout seuls, ils sont pas lâchés dans la nature tout seuls, ils partent avec souvent leur instituteur ou institutrice, une personne d'une association, il y a peut-être un parent qui accompagne, donc il y a vraiment un bon encadrement. Ils vont à marée basse et ils vont pas dans la mer. Là, ce qui est intéressant, c'est le rivage, c'est l'estran, c'est cette partie qui se découvre. Donc c'est sans danger. Et si on sait que la mer est déchaînée, qu'il fait mauvais temps, eh ben tout simplement on n'y va pas, on prend aucun risque. Je voulais dire que quand tu avais montré les personnes qui ne pouvaient pas aller dans la mer très loin, je voulais dire qu'avant, on ne pouvait pas aller dans la mer quand on voulait, parce que le ciment, ça se fait avec du sable très mouillé au début, et qu'avant, on utilisait plein, et il y avait des gens qui le volaient pour faire des bâtiments.
Oui, effectivement, le sable aujourd'hui, c'est précieux pour la construction de bâtiments et donc on prend du sable. Alors, je ne sais pas si on le vole, mais en tout cas, c'est vrai que ça pose un vrai problème. Ce prélèvement, cette prise de sable, ça pose un problème pour l'environnement marin, pour la nature. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'à l'époque, aux anciennes époques, ils utilisaient des techniques de pêche différentes en fonction du temps qu'il y avait en mer? Alors ça, c'est vraiment des très bonnes questions que vous me posez. Les techniques de pêche, elles ont... c'est vrai, je vous ai parlé du hameçon, du filet. On a des engins de pêche, on a les mêmes engins de pêche aujourd'hui. Ils sont perfectionnés, ils sont plus dans des matières naturelles, ils sont dans des matières synthétiques, beaucoup plus solides. Mais au fond, c'est les mêmes et c'est la même technique, hein, filet, hameçon. Et par contre, les pêcheurs, ils alternent selon les saisons, selon le temps qu'il fait, selon les espèces qu'ils cherchent, ils vont changer d'engin de pêche, oui. Moi, en fait, je voulais dire que j'ai vu un reportage sur comment ils pêchaient les poissons et j'ai vu qu'ils prenaient des filets de pêche. Oui. Ah oui, la pêche au filet. Alors, il y a plein de pêches au filet différentes. Si vous saviez le nombre de familles de filets qui existent, c'est incroyable. Il y a des filets qui passent au fond, il y a des filets qui passent près de la surface. Effectivement, tu as vu ça et la pêche au filet, c'est une pêche qui est très très répandue, très très répandue. Les algues, ça représente à peu près combien de pourcents des océans? J'ai pas entendu le début de la question. Les algues, ça représente combien de pourcents des océans? Ah, les algues, je pourrais pas te donner de chiffres, mais simplement ce dont il faut se souvenir, c'est que ces algues, d'un coup, elles se déploient, elles envahissent les plages et après elles pourrissent. Et ça, c'est dramatique. Mais je pourrais pas te donner un chiffre. Par contre, c'est très grave. Le fait qu'à un endroit donné, elles se développent autant et qu'après elles pourrissent sur place, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Les enfants, je sais que ça va être frustrant, mais vous pouvez baisser la main, j'en ai 4 et après on arrête. Il reste 4 petites questions, d'accord? Et je vous ai vu, du coup, vous pouvez tous baisser la main et après ce sera la fin de la séance. Merci. Est-ce que le Challenger, il a coulé? Alors, je ne sais pas. Là aussi, c'est une excellente question. Je crois pas. J'ai pas lu d'histoire tragique sur le Challenger, mais ça, je dirais à creuser. En Islande, quand il y a des tremblements de terre, comme j'ai vu sur l'écran, il y avait beaucoup de... j'étais au milieu, les gens qui habitaient à côté de où la plaque, elle se sépare. Je me suis dit, il devrait avoir des techniques comme ça, au moins ils peuvent pas rester comme ça, genre on n'a pas de technique, on est comme ça en Islande, il y a un tremblement de terre, ils ont... Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de séismes, mais ce ne sont pas des séismes très, très violents. Et curieusement, l'Islande tremble, mais c'est jamais vraiment meurtrier. Ça n'a rien à voir justement avec la gravité des séismes qu'il y a pu y avoir, notamment là entre la Turquie et la Syrie récemment. Aussi, dans les filets, c'était quel pays? Vous avez les filets? Alors, j'ai montré l'image là où il y avait le poulpe, avec à côté le jeune pêcheur là, qui avait ces espèces de grappes de poissons. L'image, c'était un filet, c'était une mosaïque grecque de l'Antiquité. C'est la dernière. Je sais que c'est très frustrant. Eh bien, vous faites bien de me poser des questions. Ça veut dire que vous interrogez les sources des documents que j'utilise. Ça, c'est très bien. Il faut être très attentif à ça. Et vous avez été attentif à ça. D'où viennent
Ces documents, que sont-ils? Ça, ce sont de très bonnes questions. Mais du coup, les enfants sur la plage, ils nettoyaient la plage? Non, là, ils ne sont pas en train de nettoyer la plage. Là, vraiment, alors ça arrive hein, qu'il y ait des classes qui nettoient les plages, mais là, ce n'est pas ça du tout. Là, ils discutent de la zone dont ils ont la responsabilité, hein, de la zone marine, de l'aire marine dont ils s'occupent. Une aire marine, c'est un petit périmètre de mer. Hein. C'est un petit secteur dans la mer. Et donc là, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire, sur quoi ils vont faire leurs recherches, sur la température, sur la force des courants, est-ce qu'ils vont faire poser une petite caméra au fond de l'eau. Voilà. Merci beaucoup. Je sais qu'il y en a encore plein des questions. Vous pouvez les rassembler, les donner à la maîtresse. Je les transmets très volontiers à Émilie ou je vous mets en contact avec les adresses mail si vous voulez. C'est chouette qu'il y ait autant de questions. Je vous remercie d'être venus. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous invite à suivre le programme pour la suite puisque c'était la dernière séance du semestre. Donc le nouveau programme arrive, mais il faut patienter un petit peu jusqu'au mois de juillet. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai oublié. Je voulais vous dire autre chose, mais ça va me revenir. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Merci. Merci beaucoup.